bonjour, bonsoir, bonjour, je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir des décalages horaires, mais enfin bon, on est plutôt dans la soirée, je crois, pour tout le monde. Donc, bonsoir à vous tous. Et donc, voilà, le titre de cette conférence, comment remplir d'inspiration notre vie. Voilà, bon, c'est le mot inspiration. Le mot inspiration, le terme inspiration, c'est un terme que souvent on réserve aux artistes. Hein, on considère que c'est pour les artistes. Et nous, les personnes qui ne sont pas artistes, nous débrouillons dans la vie, devons travailler le matin, le soir et avoir une vie ordinaire, on pourrait dire, où se trouve l'inspiration? Est-ce que nous aurions le droit d'être inspirés? Donc, si nous parlons d'inspiration ce soir, c'est que nous pensons et nous sentons que l'inspiration, c'est une substance. C'est un peu bizarre ce que nous sommes en train de dire, parce qu'une substance, en général, on le voit au travers c'est-à-dire une substance, c'est du carton, c'est du bois, c'est une chaise, c'est des choses comme ça. Mais on ne pense pas que un certain nombre de valeurs qui semblent des valeurs plus subtiles, plus profondes, puissent être de la substance. C'est-à-dire, une substance, elle est composée d'atomes, elle est composée d'éléments très petits qui permet donc de former globalement cette substance. Voilà. Donc, cette substance, elle est connue pour élever l'état intérieur d'une personne. Voilà. Et donc, on pense aussi ce soir que l'inspiration pourrait très bien rentrer dans notre vie. Et que si elle rentrait dans notre vie, au lieu d'endommager notre vie, elle pourrait nous apporter beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça ne nous nuirait pas du tout. Hein? Par exemple, on va donner un exemple tout de suite. Est-ce que par hasard, cet état intérieur qu'on appelle l'ennui, je pense que nous tous, nous passons par cette maladie. C'est passager. Des fois, ça peut durer longtemps. Mais bon, disons, globalement, ça reste passager. Et donc, cet état intérieur qui est appelé ennui, est-ce que c'est quelque chose de si agréable? Hein? Et quand nous ressentons l'ennui, nous sommes dans un état intérieur qui fait que tous les gens qui sont autour de nous se rendent compte que nous sommes dans un état qui n'est pas très correct. Voilà. Alors, évidemment, nous serions très heureux de pouvoir faire en sorte que cet état puisse disparaître. Il y a aussi les états de dépression. Hein, la dépression, bon, on dit il n'y a pas besoin d'aller dans un hôpital pour être guéri d'une dépression, pour avoir connu la dépression. La dépression, c'est une chose très, je ne vais pas dire naturelle, mais que tout le monde a pu connaître ou connaît dans sa vie. Hein, ça peut durer 1 heure, ça peut durer une demi-heure, mais ce sont ces états où on sent rien, on n'a envie de rien, on est un peu amer de tout ce qui se passe dans la vie, et donc on broie du noir, comme on dit. Et donc, ce sont des états intérieurs qui ne sont pas bien agréables. Hein. Donc, le mot inspiration, puisqu'on parle d'inspiration, vient du terme inspirer. Bon, là, on n'apprend rien. Et inspirer, l'inspiration, c'est se remplir d'air, se remplir de vie. Il est intéressant de voir que le premier mouvement que réalise un nouveau-né quand il vient de sortir du ventre de sa mère, le premier mouvement qu'il va faire, que parfois même c'est le médecin accoucheur qui va aider l'enfant à faire ce premier mouvement, c'est une inspiration profonde. Et donc, et puis bon, là, il commence à crier, on dit pleurer, bon, il commence à exprimer avec son verbe, il commence à exprimer un certain nombre de choses. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va dire que la vie rentre en lui. En fait, c'est une manière de parler parce que bon, la vie, elle est déjà à l'intérieur de lui.
sauf que c'est une vie qui n'est pas indépendante. Et donc, quand il sort du ventre de sa mère, donc, avec cette grande inspiration, cette première grande inspiration, donc, cette nouvelle vie prend son indépendance. Et donc, jusque-là, donc, la vie de l'enfant était liée à la vie de la mère. Et donc, comment dire, l'enfant recevait les aliments directement par le cordon ombilical. Bon. Et donc, quand il est en dehors, sorti, cet enfant, il va bien sûr s'alimenter. Il va s'alimenter, donc, à partir de l'air qu'il va respirer et bien sûr de l'aliment maternel qu'il va recevoir du sein de sa mère. Donc, bon, l'échange qu'il y a entre la vie de l'enfant et la vie de la mère se fait donc à partir de ce moment-là, de personne à personne. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là que vont commencer à apparaître des idées, des conceptions, des opinions, des aspects culturels, des aspects traditionnels de la famille, du pays, etc., des aspects moraux, puisque on va commencer à enseigner cet enfant qu'il faut faire comme si, il ne faut pas faire comme ça. Bon, c'est-à-dire que là, l'enfant, il va commencer à recevoir ce que nous appelons une éducation. Une chose qui est intéressante, c'est que le nouveau-né, il inspire. Alors, là, quand on dit il inspire quelque chose chez les gens qui sont autour de lui. Et le sourire d'un nouveau-né a un pouvoir extraordinaire. Tout simplement, il est capable d'attendrir le cœur du plus endurci. Ça, ce sont des choses que nous avons pu constater. Donc, cet enfant, il va grandir, bon, il va devenir adolescent, et puis il ne va plus inspirer personne. Hein, c'est ce qui arrive. Bon, quand ils deviennent adolescents, bon, ils deviennent plutôt même, on commence à trouver qu'ils sont fatigants, qu'ils font du bruit, qu'ils crient, bon, etc., qu'ils sont bêtes. Bon. Alors, et si cet enfant, ce jeune-là, a quelques capacités, bon, très spéciales, bon, il peut être l'objet d'admiration. Mais l'admiration, ça n'est plus une inspiration. Alors, qu'est-ce que c'est l'inspiration? Hein? Nous avons entendu souvent que le poète s'inspire, le philosophe s'inspire, le musicien s'inspire, etc., etc. Bon, ça, d'une certaine manière, nous le savons. Mais celui qui vit la vie quotidienne, on va dire ordinaire, c'est-à-dire la nôtre, on se lève le matin, on va travailler, il faut manger à midi, on ne va pas travailler l'après-midi, le soir on rentre chez soi. Bon, et puis en plus actuellement avec les questions de confinement, de couvre-feu, etc. Bon, la vie est un peu bouleversée, on va dire. Hein. Bon, mais cette personne qui a cette vie, on va dire ordinaire, c'est-à-dire nous tous, hein, est-ce que nous ne pourrions pas apprendre à nous inspirer, c'est-à-dire devenir un petit peu, peut-être, des artistes de notre existence? Alors, on pourrait se poser une question ou faire une analyse. Qu'est-ce qu'il se passe le matin au lever du soleil? Alors ça, c'est un exemple qui est un peu terrible, terriblement classique, on va dire. Bon. Alors, nous savons que le matin, et nous les entendons, les oiseaux chantent. Bon, les plantes, les fleurs, elles commencent à s'ouvrir, elles vont, on va dire, elles commencent à sourire au soleil qui se lève. Bon, tous les éléments de la nature commencent à se réveiller, les ruisseaux chantent un peu plus fort, on entend leur mélodie cristalline, etc. Et à nous, qu'est-ce qui nous arrive? À nous les humains, le matin quand on se lève. Je ne sais pas si vous avez déjà pu constater, si vous avez pu analyser cette question, mais c'est vrai que souvent le matin, nous nous réveillons pas du tout, comme peuvent se réveiller les oiseaux ou peuvent se réveiller les plantes qui commencent à s'ouvrir et à sourire au soleil levant. Hein, nous réveillons avec dans la tête énormément de questions qu'il va falloir résoudre ce jour-là, qu'il va falloir faire
le rendez-vous avec un tel, il faut courir par là, il faut appeler l'autre, etc., etc. Donc, nous réveillons avec la tête déjà remplie et donc, évidemment, nous ne pouvons pas profiter de ce moment extraordinaire que peut être un lever du soleil. Alors, en fait, ce qui nous arrive, c'est que notre psychologie, parce que nous avons tous plus ou moins, grosso modo, la même psychologie, même si bien sûr chacun a la sienne. Bon, mais c'est-à-dire notre psychologie, elle est structurée, on pourrait dire, pour nous tous de manière un peu identique. Notre psychologie nous a séparés totalement d'une possibilité, d'une capacité, pratiquement on pourrait dire d'un pouvoir, qui est celui de l'émerveillement. La capacité de ravissement face aux scènes ou aux spectacles que nous offre la vie. Hein, cette capacité de ravissement, cette capacité d'émerveillement, les enfants l'avaient. Et puis, à un moment donné, ils l'ont perdu. Les enfants sont capables de s'émerveiller de n'importe quoi. Et nous, les adultes, nous ne comprenons pas l'émerveillement que peut ressentir un enfant face à une scène tout à fait quelconque de la vie. Donc, en général, ce que l'adulte, il remplit ce vide un peu existentiel. Donc, on va dire, ce vide, il est rempli. Il n'a même pas besoin d'y réfléchir, d'ailleurs. Hein. Il est rempli par un va-et-vient, le va-et-vient de la vie quotidienne. Et puis, bon, si on a quelques moments de libre, eh bien, un peu de distraction, voilà, bon, et puis, des fois, ça peut être quelques sensations fortes. Bon, enfin, bon, il y a assez de choses dans la vie, d'éléments qu'on peut voir autour de nous pour nous rendre compte de ce que sont les sensations fortes. Par exemple, un match de foot, ça inspire des sensations fortes. Voilà, par exemple. Hein, mais il y a d'autres choses aussi. Et l'inspiration dans tout cela. Dans les temps anciens, on raconte que ce sont les muses qui éveillent l'inspiration. Bon, les muses, elles sont toujours représentées par de belles dames. Ce sont des symboles, ce sont des allégories. Il faut savoir que ces muses appartiennent à la partie la plus occulte de chacun d'entre nous. Et ce que nous raconte, c'est la mythologie, bon, parce que ce sont des histoires anciennes. Les histoires anciennes, souvent on dit c'est la mythologie, ce sont des mythes. Voilà. Bon. Donc, on dit que ces muses, elles sont au nombre de 9. Et donc, on dit qu'elles sont toutes filles de Zeus. Bon, Zeus, c'est le père de tous les dieux. Voilà, bon, c'est ce qu'on raconte. Bon. La mythologie fait toujours référence à des aspects de notre partie la plus occulte que nous ayons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette partie la plus occulte que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous n'en avons jamais entendu parler. À l'école, on ne nous en parle pas. Mais si on nous parle, par exemple, de l'histoire mythologique de l'Égypte, si nous pouvions savoir que les mythes égyptiens, par exemple, font référence à des aspects de notre vie la plus occulte, ça serait très intéressant, évidemment. Alors, ces muses, ce sont des aspects de nous-mêmes. Hein. Elles sont au nombre de 9. Ça nous rappelle évidemment pour ceux qui se sont intéressés un jour peut-être, ça nous rappelle les 9 cieux. Et les 9 cieux sont en relation, on va dire, avec les 9 cercles dantesques. C'est-à-dire, bon, on les appelle aussi les 9 cercles infernaux. Bon, ça, ce sont des allégories pour exprimer un certain nombre d'éléments que nous portons dans notre partie la plus occulte. Alors, bon, ces muses, nous ne les connaissons pas. Et ces muses, elles sont endormies. Et ce sont les muses qui inspirent. Ce sont les muses qui sont à l'origine de l'inspiration. Mais elles sont endormies. Donc, tant qu'elles sont endormies, c'est très difficile pour nous de connaître l'inspiration. Le monde extérieur, c'est le monde, c'est le support pour nous inspirer. On va dire, comment moi je vais pouvoir m'inspirer d'une rue, n'importe laquelle, ici à Paris, parce que
je vous parle de Paris, hein, parce que tout le monde est réparti dans le monde entier. Là, bon, là je vous parle de Paris. Donc, comment je vais m'inspirer d'une rue ici à Paris? En fait, le problème, c'est pas la rue, c'est pas ce qui nous entoure. Le problème, c'est que les muses, ce qui est à l'origine de l'inspiration, ce qui peut être à l'origine de notre inspiration, ces muses sont endormies. Voilà. Alors, l'inspiration, évidemment, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, l'inspiration ne peut pas être, ne peut pas être le résultat d'une situation extérieure. Si l'inspiration est le résultat d'une situation extérieure, c'est pas l'inspiration. C'est autre chose, mais ce n'est pas l'inspiration. Oui, on entend beaucoup de choses là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc, l'inspiration est intérieure et elle appartient au monde intérieur de chacun d'entre nous. Elle surgit, elle est capable de nous remplir et elle s'évanouit. C'est mystérieux. On ne sait pas comment. Elle surgit. D'où a-t-elle surgi? Bon, elle surgit de nous, de l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais nous pensons toujours que ça peut être quelque chose d'extérieur qui est à l'origine de l'inspiration. Non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est à l'origine de l'inspiration. Elle surgit où? À l'intérieur de chacun d'entre nous. Et elle s'évanouit où? Elle disparaît où? Parce que ça ne dure pas forcément très longtemps, un moment d'inspiration que chacun d'entre nous, nous avons pu connaître. C'est un état, on va dire, où nous nous sentons totalement pleins. Et l'inspiration s'évanouit. Mais où? Tout ça, ce sont des choses, des questions que nous nous posons, que nous pouvons nous poser, et nous avons le droit de nous les poser. Alors, un exemple d'un personnage de notre histoire qui était vraiment inspiré, mais bon, on va passer vite, si vous voulez, là-dessus, mais bon, on raconte que Homère, c'est un grand poète de la Grèce antique et qui a écrit un poème épique, une épopée, hein, qui est connue comme Iliade. L'Iliade et l'Odyssée. Bon. Il a écrit ces deux. C'est la même épopée en deux grandes parties. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de lire juste le début, parce que c'est un livre énorme. Bon, on ne le lit pas forcément entièrement, mais c'est un livre très intéressant, certainement pour ceux qui ont pu le lire jusqu'au bout. Mais au début, c'est très, très intéressant parce que Homère, il s'adresse avec une très grande intensité aux muses. Alors, on a toujours pensé que les muses, c'est des personnages, bon, des choses qui se trouvent quelque part placées, on ne sait où, dans le ciel, etc. En fait, Homère fait appel à ces muses qui sont à l'intérieur de lui. Et il le demande avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, parce qu'il sent que l'œuvre qu'il doit écrire va lui demander beaucoup, beaucoup de sueur et sûrement beaucoup d'inspiration. Parce que cette œuvre qu'il a écrite, il l'a écrite pour s'adresser directement à ce que nous pourrions appeler la conscience humaine. Pas la partie, disons, intellectuelle de chacun d'entre nous, qui est une partie que nous connaissons bien et dont nous avons besoin, mais il y a une autre partie qui n'est pas la conscience humaine, qui n'est pas l'intellect, mais qui est la conscience humaine, quelque chose de plus, de plus occulte, de plus effacé, qu'on ne voit pas, qui est pratiquement endormi. Et donc, il y a certains grands poètes comme ça qui ont passé leur existence à essayer d'écrire quelque chose pour la conscience humaine, pas pour la partie intellectuelle, mais pour la conscience humaine. Donc, il fallait que eux-mêmes soient inspirés par leur propre muse. Il fallait qu'ils aient cette inspiration. Donc,
ce que nous pouvons dire, c'est que la conscience humaine actuellement, c'est-à-dire quelque chose qui nous est propre à chacun d'entre nous, est en mauvais état. Alors pourquoi nous disons cela? Ben, c'est parce que le monde va pas bien. Si la conscience humaine n'était pas en aussi mauvais état, le monde n'irait pas aussi mal qu'il le va en ce moment. Voilà. Alors, actuellement, la conscience humaine, elle a besoin d'encouragement. Elle a besoin d'être avivée, si on peut parler de cette manière. Elle a besoin de recevoir de l'oxygène. Elle a besoin de recevoir un air frais, quelque chose de nouveau. Hein. Elle a besoin elle a envie de prendre son envol. Hein. Elle aspire à la liberté. Vraiment la poussière des siècles, la poussière qui s'est accumulée petit à petit sur notre manière de vivre. La conscience humaine n'en peut plus. Hein. Et elle aspire à se libérer de tout cela. Donc, c'est là que l'inspiration, c'est quelque chose d'intéressant. Hein. C'est que l'inspiration a un pouvoir extraordinaire. C'est celui de pouvoir justement encourager la conscience humaine. C'est le pouvoir de lui donner de l'oxygène, le pouvoir de lui donner de l'air frais, de l'encourager à s'envoler. Et de cette manière, la conscience humaine aussi pourrait se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouve. Parce que nous pouvons expliquer ce soir dans quel état se trouve la conscience humaine. Mais le mieux, c'est que ce soit la conscience humaine elle-même qui se rende compte de l'état dans lequel elle se trouve. Et la conscience humaine aussi, grâce à l'inspiration, elle va pouvoir apprendre une chose magnifique qui nous manque. Ça serait justement de provoquer à volonté les états d'inspiration. Quelque chose de merveilleuse de pouvoir vivre inspiré toute la vie. Au lieu de passer par ces états d'ennui, ces états de dépression, ces états d'enthousiasme démesuré qui sont suivis immédiatement par un état un peu de dépression, de dégoût. Hein. Tout ça n'est pas très intéressant, mais on peut continuer à vivre comme ça aussi. Donc, nous disons là maintenant, à partir de maintenant, que l'inspiration, c'est l'aliment par excellence pour la conscience humaine. Alors, d'où vient l'inspiration? Bon, on va dire une chose un peu spéciale, c'est qu'elle vient d'un monde parallèle. Alors, bon, on parle peut-être de choses un peu bizarres ce soir, bon. Mais monde parallèle, qu'est-ce que c'est un monde parallèle? Comment pouvons-nous parler de monde parallèle? Bon, ce soir, on va parler avec uniquement la logique. On ne va pas dire qu'on se promène comme ça dans les mondes parallèles, qu'on les connaît. Non, 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 non. On va parler simplement avec une logique terre à terre, parce que nous avons besoin d'une logique vraiment terre à terre. Alors, au sujet de cette question des mondes parallèles, on peut se poser une question au sujet de ce qu'on appelle une pensée. Est-ce que nous tous qui sommes là en train d'écouter, est-ce que nous pouvons dire qu'un jour nous avons vu une pensée? Je pense que personne ne pourrait dire « si, j'ai vu une pensée. Je l'ai vue très nettement, elle avait telle couleur, elle avait telle forme, etc. etc. » Ça m'étonnerait. Qui a vu une émotion? La même chose. Ça m'étonnerait que quelqu'un dise là maintenant, oh si, elle était rouge, elle avait, je sais pas, elle avait telle allure, elle portait des lunettes, etc. Bon, ça m'étonnerait. Ça serait très étonnant qu'on puisse avoir ce genre de situation, non? Alors, c'est l'indication que cette vie dans laquelle nous vivons, ce monde physique dans lequel nous sommes, en fait, il est complètement imprégné de dimensions parallèles, de mondes parallèles,
où se muent les pensées, où se meuvent, excusez-moi, où se meuvent les pensées, où se meuvent les émotions. Les émotions n'appartiennent pas au monde physique tangible, celui qu'on touche là, le bois, le verre, moi je touche là des objets qui sont autour de moi. Tout ça, c'est bon, c'est tangible, c'est le monde physique. Mais les pensées n'appartiennent pas à ce monde. Les émotions non plus n'appartiennent pas à ce monde. Et qui pourrait dire pourtant, en cet instant, que excusez-moi, que pour cette raison, parce qu'il ne les voit pas, parce que les pensées, les émotions, ce sont des phénomènes qui n'appartiennent pas à ce monde dur, tangible, qu'on peut toucher avec nos mains. Qui pourrait dire que ça n'existe pas? Nous savons que tous les jours, nous avons des pensées, nous savons que tous les jours, nous avons des émotions et que nous pouvons même avoir des émotions qui nous touchent tellement qu'on peut avoir des dérèglements au niveau de l'estomac. Bien. Donc, ce monde parallèle d'où vient l'inspiration, c'est un monde qu'on appelle le mental cosmique. Alors, là encore, on utilise des termes un peu spéciaux, mais on va expliquer parce que c'est simple. Pourquoi on parle il est question de mental cosmique? Qu'est-ce que ça veut dire cosmique? En général, cosmique, on met ça toujours à cosmique, ce sont les étoiles, ce sont les astres, c'est l'univers, c'est tout ce qui se voit pas, c'est tout ce qui est grand, etc. Non. Le mot cosmos, c'est un mot d'origine grecque, qui est grec, c'est grec, qui veut dire ordre, qui veut dire beauté, qui veut dire équilibre, qui veut dire harmonie, qui veut dire tout ça. Donc, un mental cosmique, c'est un mental organisé. C'est le monde du mental organisé, harmonieux, équilibré, rempli de beauté, rempli des choses les plus extraordinaires auxquelles nous avons pu aspirer un jour. Et une expression physique que nous présente le mental cosmique, c'est toute la nature. La nature, comment dire, les règnes de la nature, quand on se promène dans une forêt, là, nous avons devant nous l'expression, on va dire, de l'harmonie et de la beauté qu'il peut y avoir dans le mental cosmique. Alors, ceci étant dit, eh bien, nous allons constater, en tout cas, que le mental humain n'est pas du tout cosmique. Parce que nous nous rendons compte que le mental humain est rempli de tensions, rempli de problèmes, rempli de préoccupations, etc., etc. On peut passer une nuit entière sans dormir à cause de préoccupations qui tournent et tournent à l'intérieur de notre propre mental. Donc, l'espoir, c'est que le mental humain pourrait devenir une antenne du mental cosmique. Alors, le mental humain, donc, dans ces conditions-là, s'il devient antenne du mental cosmique, il pourrait percevoir les harmonies et toutes les lois de l'univers, parce que toutes les harmonies et toutes les lois de l'univers font partie de ce mental cosmique, c'est-à-dire ce mental organisé. Parce que nous revenons à l'origine du mot cosmique. Cosmique, ça veut dire organisé, harmonieux, équilibré, beau. Alors, pour cela, il serait nécessaire que notre partie mentale, notre mental humain, devienne extrêmement passif. C'est curieux ce que nous sommes en train de dire. Passif. Oui, parce que le mental, il fait tout. Il veut tout régler. Il veut tout résoudre. Il veut tout expliquer. Il explique même les mystères de Dieu. Hein, il explique même Dieu. Il explique tout ça. Il a peur de rien, le mental. Il explique tout. Sauf que nous voyons que toutes les explications qu'il a pu donner et toutes les croyances qu'il a pu générer
nous ont amenés dans un monde qui est drôlement déséquilibré. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on dit, oui, le monde ne va pas, c'est parce que voilà, parce que c'est lui, c'est l'autre, c'est le troisième, c'est le quatrième, c'est le gouvernement, c'est l'économie mondiale, c'est les hommes politiques, etc., etc. Bon, on a le droit de le dire, pourquoi pas. Mais l'origine de l'origine de l'origine n'est pas là. L'origine de l'origine de l'origine se trouve dans le fait que notre mental humain soit un mental beaucoup trop actif, beaucoup trop travailleur et devrait rester beaucoup plus tranquille. Alors, il y a, on peut parler du cas d'un grand musicien. Bon, il est mondialement connu, c'est pour ça qu'on prend son exemple, Beethoven. Hein. Et on raconte que cet homme, c'est pas qu'on raconte, c'est que lui, il le dit. C'est lui qui le dit. Parce qu'un jour, il y avait un musicien qui se plaignait. Il se plaignait que, c'était un violoniste. Et il lui disait, non, mais maître, votre musique, là, on peut pas la jouer, c'est impossible. Non, mais attendez, regardez, on n'a que 5 doigts, etc., etc. On n'a que 2 mains et 5 doigts à chaque main. Bon. Et puis, le Beethoven lui dit, oui, mais est-ce que vraiment vous pensez que je suis en train de penser à vos 5 doigts et à votre pauvre violon quand j'entends la musique des sphères? Qu'est-ce que c'est que ça, la musique des sphères? C'est la musique de l'inspiration. C'est la musique, c'est les harmonies qui sortent du mental cosmique. Ça veut dire que cet homme avait développé des facultés, on va dire internes, qui lui permettaient de recevoir les harmonies de l'univers et de les entendre. Et il a lutté toute sa vie pour pouvoir donc mettre toutes ces harmonies qu'il entendait, pouvoir les écrire sur du papier à musique. Ça n'a pas dû être facile. Cette antenne humaine, c'est-à-dire ce mental humain qui pourrait devenir une antenne du mental cosmique, est appelé dans les mystères gnostiques, est appelé mental intérieur ou intuition. Et nous pouvons l'éveiller. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Parce que l'intuition, elle a été confondue avec tellement de choses. Quand nous disons, par exemple, j'ai l'intuition que je ne sais quoi, etc., etc., ça n'est pas l'intuition. C'est autre chose. Mais ça n'est pas l'intuition. Le mot intuition a été dévié de son véritable sens. Le mot intuition, c'est la perception, l'intuition, c'est la perception directe des phénomènes sans le déprimant processus de l'opinion. Au sujet du courant électrique, on ne peut pas dire courant électrique mais au sujet de l'origine des problèmes économiques, tout le monde a une opinion et les opinions s'affrontent et personne n'est d'accord. La personne intuitive connaît l'origine de tout ça, de tous ces déséquilibres. Mais la personne intuitive ne va jamais intervenir pour dire non, vous vous trompez, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Non, parce que la personne intuitive ne s'intéresse pas à polémiquer et à donner une opinion de plus. L'intuition sert à vivre, sert à pouvoir diriger notre vie, notre existence, de façon intelligente. Alors, comment faire? Parce que tout ça, c'est intéressant, mais on n'a toujours pas dit l'élément principal, parce que nous avons dit que nous pouvons développer le mental intérieur et que le mental intérieur, c'est de là que va surgir l'inspiration, finalement. Hein? Eh bien, comment faire pour éveiller le mental intérieur?
Alors, nous savons que le mental, c'est lié aux pensées, grosso modo. Et physiquement, les pensées se manifestent au travers d'un cerveau. C'est mystérieux tout ça. Le cerveau est capable d'émettre beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et le cerveau, pourtant, il est absolument physique. Bon, c'est comme ça. Bon. Mais notre cerveau ne peut pas servir deux choses à la fois. C'est impossible. Il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Notre cerveau ne peut pas servir d'un côté le mental mécanique et ce mental humain, enfin, on va dire non, c'est mal dit, mental mécanique et inconscient dont nous souffrons tellement, où se génèrent les préoccupations, où se génèrent les problèmes, où se génèrent les discussions, les polémiques, les disputes, etc., etc. Ça, c'est le mental mécanique et inconscient. Et il existe donc l'autre mental, le mental intérieur, qui est silence absolu. Donc, notre cerveau, qui est pour le serviteur de ce mystérieux mental, ne peut pas servir 2 maîtres, aussi opposés l'un de l'autre. Donc, il va servir ou l'un ou l'autre. Mais ça dépend de nous. Parce que souvent, on accuse le mental d'être à l'origine de tous nos problèmes. Non, 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 non. Nous sommes à l'origine des problèmes du mental. Nous sommes à l'origine des préoccupations qui se développent dans notre mental. Et ce qui fait que notre pauvre mental, il souffre. Il est dans un désordre indescriptible, mais nous avons toutes les possibilités de lui rendre une organisation, de le rendre antenne du mental cosmique. Alors, comment faire? Il existe quelque part quelque chose, et bon, par exemple, dans la science bouddhiste, on parle beaucoup de cela, mais aussi dans la science gnostique, on en parle. Et ce dont nous parlons ce soir, c'est vraiment quelque chose qui appartient aussi bien au bouddhisme qu'au gnosticisme. Bon, donc, en fait, à n'importe quel endroit où on s'est intéressé au développement harmonieux de l'être humain. Il y a quelque chose qu'on appelle la non-pensée. Voilà. Mais pour pratiquer ce qu'on appelle la non-pensée, ne pas penser, il faut y être encouragé. Alors, bon, l'encouragement que nous allons recevoir, c'est l'inspiration. Donc, pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la non-pensée, parce que on parlait que ce mental intérieur, c'est-à-dire que notre cerveau ne peut pas servir 2 maîtres, aussi différents l'un de l'autre, aussi opposés l'un de l'autre. Il y en a un, c'est le mental mécanique qui est bruyant, qui est désordonné, qui fait de tout, et l'autre, il est silence. L'autre, c'est la non-pensée. Mais pour pratiquer la non-pensée, il faut recevoir un encouragement. Et l'encouragement, c'est l'inspiration qui va nous la donner. Alors, comment vivre inspiré? Parce que finalement, on pense souvent que l'inspiration, ça vient et ça part et on ne sait pas comment. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça. Hein. Mais maintenant, on pourrait non pas contrôler, parce que l'inspiration reste libre de se manifester au moment où c'est nécessaire, mais on pourrait préparer le terrain pour que l'inspiration puisse fleurir, puisse germer. Donc, nous avons un apprentissage à faire pour que l'inspiration fasse partie de notre vie. Le premier point à considérer et à respecter dans la vie de tous les jours pour que l'inspiration puisse surgir, c'est apprendre à écouter le silence. Ça, c'est le premier point. Apprendre à écouter le silence. Apprendre à s'habituer, disons, à se retrouver dans un endroit tranquille et écouter le silence, comme peut-être nous pourrions le faire en cet instant.
écouter le silence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelque chose de tellement intéressant dont nous parle le maître Samael Aun-Weor. Apprendre à écouter le chant du grillon. Alors, pourquoi cela? Si nous sommes attentifs, en cet instant, au moment où nous sommes en train de parler, chacun d'entre nous, nous allons entendre derrière ici, là, ce qu'on appelle le cervelet. C'est derrière, en dessous du cerveau, en haut de la colonne vertébrale. Donc, dans cette zone-là, il y a un son qui sonne toujours, un son qui résonne toujours. Et ça n'est pas une chose de l'autre monde. Si nous fermons les yeux et que nous restons un moment en silence, nous allons entendre ce son. Et ce son est tout à fait identique au son du grillon. Vous avez tous entendu un grillon le soir, quand il a bien fait chaud dans la journée, et donc les grillons se mettent à chanter. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit, même s'il y a du bruit. Et on peut s'aider, justement, si un jour nous nous retrouvons à la campagne et qu'il y a des grillons par là qui sont en train de chanter, eh ben, de se concentrer sur le chant de ces grillons. Et de intégrer ce chant des grillons à ce chant du grillon qui se trouve dans notre cervelet. Je pense que là, en cet instant, si chacun est attentif, chacun est en train d'entendre ce son du grillon. Un autre point, donc ça va être le troisième point maintenant. On vient de parler du deuxième point. Le troisième point, c'est apprendre à nous occuper seulement de nos propres affaires. Oui, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Oui, parce que c'est tellement intéressant de s'occuper des affaires des autres. Et nous avons tellement pris l'habitude de nous occuper des affaires des autres. Donc, le jour où nous allons apprendre à nous occuper seulement de nos affaires, et ça n'est pas une chose facile, ce jour-là, nous allons réaliser une véritable révolution à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que pour nous, ça n'est pas quelque chose de naturel. Enfin, comment dire, c'est mal dit. Pour nous, nous n'avons jamais appris à nous occuper de nos propres affaires et laisser pour toujours les affaires des autres. Quatrième point. Apprendre à ne pas divaguer. Ce point-là rejoint un peu le premier point, puisque nous parlions d'apprendre à écouter le silence. Bon. Mais il y a des moments où nous avons besoin de travailler avec tête. S'il faut que je remplisse un papier, s'il faut que Bon, il y a des choses de la vie quotidienne, nous avons besoin de notre tête, de la partie intellectuelle. On ne peut pas dire que la partie intellectuelle est inutile, non. Non. Si, par exemple, nous avons besoin d'organiser un travail, eh ben, il faut l'organiser étape par étape. Et ça, c'est un travail qu'on va, pour l'organisation de ce travail, on va mettre en jeu la partie intellectuelle. Mais on va s'apercevoir que, alors que nous sommes en train de faire ce travail qui est normal, qui appartient à la vie de tous les jours, il y a comme une espèce qui vient se mettre par-dessus. Hein, c'est comme si, bon, il y a cette partie intellectuelle dont nous avons besoin, qui est en train de faire un travail qui est nécessaire pour notre vie, qui est en train de travailler. Et puis au-dessus, vient se chanter une chanson qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire.
C'est ça la divagation. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons déjà fait l'expérience de cela. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose, de choses qui appartiennent de l'autre monde. Non, ce sont des choses qui nous appartiennent à chacun d'entre nous. Donc, apprendre à ne plus divaguer. Donc, quand on fait quelque chose, on le fait. Et on n'est pas en train de penser à autre chose. Le cinquième point, c'est de... Bon, il y a beaucoup d'œuvres d'art sur la planète. Les œuvres d'art, c'est un peu compliqué cette histoire des œuvres d'art parce que, bon, nous parlions tout à l'heure des muses. Les muses, les 9 cieux, les 9 cercles dantesques. Évidemment, les muses, elles ne sortent pas des cercles dantesques. Elles sortent des 9 cieux. Mais en tout cas, tout ça se trouve à l'intérieur de nous. Et les cieux se trouvent, comment on pourrait dire, se trouvent pris ou prisonniers à l'intérieur des 9 cercles dantesques. Ça veut dire que nos muses se trouvent prisonnières à l'intérieur des 9 cercles dantesques. Donc, l'art, c'est l'expression des muses, mais c'est pas l'expression des 9 cercles dantesques. Pour ça, c'est compliqué, la question de l'art. Mais bon, il y a des bonnes musiques et il y a des musiques qui sont moins bonnes. Voilà, qui n'éveillent pas l'inspiration, qui ne vont jamais préparer le terrain pour l'inspiration. On ne peut pas en dire plus parce que c'est à chacun d'entre nous de nous rendre compte que certaines musiques, oui, sont bénéfiques pour la préparation de l'inspiration et d'autres ne le sont pas du tout. Ces musiques qui énervent les sens, qui énervent le mouvement, ne sont pas faites pour éveiller ou pour préparer le terrain de l'inspiration. Un sixième point, c'est se réconcilier avec la nature. Considérer que la nature est vraiment l'expression du mental cosmique. C'est l'inspiration du mental cosmique. C'est cette inspiration naturelle que nous offre le mental cosmique à notre portée pour que nous puissions sentir profondément cette présence du mental cosmique. Et dernier point, apprendre à sentir l'instant, qui est très proche des autres points. Parce que pour apprendre à écouter le silence, il faut aussi apprendre à sentir l'instant. Le mental est toujours intéressé par ce qui est avant ou par ce qui est après. Mais le mental n'est jamais intéressé par l'instant. L'instant, c'est-à-dire le mental mécanique, notre mental, l'instant nous ennuie. L'instant ennuie le mental mécanique et inconscient. C'est pourquoi le mental mécanique, il est toujours à la recherche de toujours plus d'occupation. Le mental mécanique divague parce que ça le remplit d'occupation. Il rêve, il projette, tout ça, ça remplit d'occupation. Parce que le mental que nous avons actuellement ne supporte pas l'instant. Ça l'ennuie. C'est horriblement ennuyeux. C'est pourquoi rentrer dans ce qu'on appelle l'instant, c'est une chose très intéressante, mais qui n'est absolument pas, que nous n'avons jamais appris à faire. Donc, finalement, nous allons dire que l'inspiration, on terminera un petit peu avec ça. Bon, l'inspiration, c'est un feu. Vous savez, le feu, on ne parle pas du feu de la bougie. On parle d'un feu qui est à l'origine de la vie, de toute la vie. Et bon, peut-être vous avez entendu parler d'un dieu ou demi-dieu dans la mythologie grecque qu'on appelle Prométhée. Et on dit que Prométhée, il a volé le feu aux dieux pour le donner aux humains.
Donc, grâce à ce feu, qui est le feu de l'inspiration, les humains, donc, peuvent devenir comme des dieux. Et donc, pour cette raison-là, Prométhée a été puni par les dieux. Mais qu'est-ce qu'un dieu? Parce que souvent, on raconte beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un dieu? Un dieu, c'est pas quelqu'un qui vit dans les nuages, il n'y a rien de tout ça. C'est un homme à la conscience éveillée, à la conscience, on parlait de la conscience humaine tout à l'heure, la conscience humaine qui est en mauvais état. Là, c'est un homme qui a réparé sa conscience, et sa conscience est éveillée. La conscience humaine actuellement n'est pas consciente. Consciente de quoi? Consciente de sa propre nature. Et donc, la véritable nature de la conscience humaine n'appartient pas au monde, de ce monde mécanique, le monde de la répétition, le monde de l'apparence. Alors, quel est ce mystérieux Prométhée? On dit qu'il est enchaîné sur un rocher qui est très dur et qu'il est martyrisé par un terrible rapace qui lui grignote le foie tous les jours. Et tous les jours, le foie repousse. Et on dit qu'il a été libéré par un autre dieu qu'on appelle Hercule. Bon, peu importe tous ces noms. Prométhée, c'est le seigneur de l'inspiration. Et nous pouvons soulager sa peine, parce que ce Prométhée, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il n'est pas à l'extérieur, comme nous le disions au début de cette conférence. Nous pouvons soulager sa peine. En faisant quoi? En empêchant le terrible rapace à lui manger le foie. Le foie, c'est un organe qui est très en relation avec nos passions. Et nos passions, c'est ce qui nous rend malade. Donc, c'est ce qui rend malade le foie. C'est une allégorie que nous offrent les anciens Grecs pour nous parler de l'inspiration et pour nous parler donc de ce problème que nous avons. Et le foie, il est très proche de la passion. Et quand nous laissons libre cours à toutes nos passions, eh bien, le premier organe qui souffre de cette situation, c'est le foie. Et ensuite le cœur, ensuite le cerveau et tout ça. Et puis un jour, on meurt. Vous voyez, parce que bon, ça a été usé par la passion. Donc, il est nécessaire de faire une grande différence entre enthousiasme et passion. Hein? L'enthousiasme, c'est normal et c'est nécessaire. Quand on veut faire quelque chose, on a besoin d'enthousiasme. Mais la passion, c'est autre chose. C'est un feu qui nous grignote de l'intérieur, comme ce rapace qui grignote le foie de Prométhée éternellement, tant que ce rapace n'a pas été éliminé. Et c'est nous qui pouvons l'éliminer. Ce sont des images intimes, profondes, qui se déroulent dans la partie la plus profonde de chacun d'entre nous. Donc celui qui soulage les souffrances de son Prométhée intérieur va recevoir le plus grand des présents de la part de Prométhée. Et nous répétons, Prométhée, c'est le seigneur de l'inspiration. Eh bien, il va recevoir ce qu'on appelle l'inspiration. Voilà.